accord de concession de services ferroviaires et logistiques entre la République démocratique du Congo qui a été représentée par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Hakainde de la Zambie et Joao Lourenço de l'Angola. Objectif, améliorer la production du cuivre entre les trois pays. On le suit cela dans ce reportage. La production de cuivre, une industrie dans laquelle la RDC est un leader mondial. La Zambie, également riche en cuivre, est deuxième producteur d'Afrique après la RDC. Les matières premières de la région sont actuellement exportées soit par le port de Durban en Afrique du Sud, soit par celui de Dar es Salaam en Tanzanie. Des routes jusqu'à 4 fois plus longues que la route entre les régions minières et le port de Lobito dans la province de Benguela en Angola. L'Angola, grâce justement à sa position géographique, avec le corridor ferroviaire de Lobito, offre la voie la plus courte entre le Grand Katanga en RDC, le Copperbelt en Zambie et le port en eau profonde de Lobito en Angola. La cérémonie officielle de la signature du contrat de transfert de la concession des services ferroviaires et de la logistique de soutien du corridor de Lobito de ce mardi 4 juillet 2023 à Benguela entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ses homologues Hakainde Hichilema de Zambie et Joao Lourenço de l'Angola a tout son sens au regard de ces enjeux avantageux dont seront bénéficiaires directs les populations de ces trois pays. Lobito Atlantic Railway, c'est le nom du consortium de 3 entreprises européennes qui dirigera la concession du corridor ferroviaire de Lobito pour 30 ans. Ce trio, constitué du trader Trafigura, basé en Suisse, de Montaongil, leader portugais de BTP, et de l'opérateur ferroviaire belge Vecturis, a le devoir de faire du corridor de Lobito l'une des voies logistiques la plus importante de la côte occidentale de l'Afrique. 49 locomotives opérationnelles, dont 35 en Angola et 14 en RDC, auront un fort impact commercial très considérable et réduiront le temps de trajet de plusieurs semaines. La matérialisation de cet engagement gouvernemental tripartite va considérablement faciliter les évacuations de minerais en provenance de la RDC et la Zambie, mais pas seulement. Des machines et d'autres biens peuvent également être importés pour soutenir l'industrie extractive de la région. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a expliqué le triple intérêt sur le plan politique, social et économique de ce contrat qui contribue au raffermissement de relations entre les trois pays. Il va également consolider la paix et la cohabitation pacifique entre les trois peuples. Reportage. Dans cette perspective, la cérémonie d'aujourd'hui, qui marque un moment crucial dans la mise en œuvre de l'accord sus-évoqué dont la République démocratique du Congo est partie prenante, est une opportunité qu'il nous revient collectivement de saisir et de capitaliser au regard du triple intérêt qu'il présente sur les plans politique, social et économique. L'intérêt politique et social de l'accord signé sous l'égide de la SADC réside notamment dans sa capacité à contribuer au raffermissement des relations entre les 3 États partis à l'accord, à savoir l'Angola, la République de Zambie et la République démocratique du Congo. L'accord va également aider, j'en suis convaincu, à consolider la paix et la stabilité entre les 3 États partis, faciliter une plus grande fluidité de la circulation des personnes et favoriser une cohabitation pacifique de leurs peuples respectifs. Aussi, à assurer une exploitation judicieuse et optimale du potentiel agricole et minier des régions du centre et du sud-est du pays, en favorisant la participation active des petites et moyennes entreprises locales aux chaînes de valeur et en les encourageant à s'adapter aux standards du marché mondial pour garantir leur compétitivité.
Dans son adresse à la nation le 30 juin dernier, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mentionné dans son discours la cohésion nationale, gage du développement de la RDC. On l'écoute. Mes très chers compatriotes, cette célébration de l'accession à la souveraineté nationale et internationale vient aussi interpeller en cette année 2023 notre devenir comme nation et la perception de notre construction du vivre ensemble et de la cohésion nationale. Elle est l'occasion pour nous de renouveler le chantier de l'unité nationale, de construire une société républicaine plus juste, solidaire et vivable pour toutes les composantes sociologiques et linguistiques, quelles qu'elles soient. Le défi pour notre pays étant le dépassement des frontières ethniques, culturelles et linguistiques. Cela étant dit, je dénonce toute velléité tendant à opposer différentes communautés congolaises entre elles. Nous sommes un pays diversifié avec différentes cultures et langues. C'est en cela que réside tout le mystère de notre richesse en tant que peuple parmi tant d'autres sur cette planète. Nous devons célébrer cette diversité tout en travaillant ensemble pour l'atteinte de cet objectif commun qui est celui d'avancer notre pays dans l'unité et la cohésion nationale. De redynamiser la coopération entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine dans divers secteurs. Des réflexions et une mise en commun sont en examen depuis hier mardi à l'hôtel du gouvernement entre les ministres sectoriels de la RDC et ceux de la RCA. La 12e grande commission mixte RDC-RSA s'est ouverte à Kinshasa. On écoute cela dans ce reportage de Doris Mozotambwe. 6 ans après, la République démocratique du Congo et la République sud-africaine décident de revoir le texte de l'accord général signé en 2004 et refaire route ensemble. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Cyril Ramaphosa vont dans 72 heures signer le rapport final du travail abattu par les experts de deux pays. Ce rapport a été remis hier au ministre sectoriel pour une seconde lecture avant les signatures de deux chefs d'État. Co-présidé par Christophe Lutundula Pena Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie et son homologue sud-africaine. La réunion ministérielle de la 12e session de la grande commission mixte RDC-RSA s'est ouverte cet après-midi. Le peuple congolais, résolument engagé dans le combat pour son développement intégral et la reconstruction de son pays à travers des réformes ambitieuses, institutionnelles, économiques, sociales et culturelles, prônées par le président de la République, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour réussir ce pari, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, compte bien sûr sur les efforts de chaque Congolais, mais aussi sur le concours, les partenaires bilatéraux et multilatéraux, au nombre desquels la République sud-africaine occupe une place de choix. C'est ici aussi l'occasion de souligner l'importance que le gouvernement de la République démocratique du Congo attache à la tenue de ces assises. Et tenez-vous bien, je vous l'ai dit, 6 ans après la signature de l'accord de coopération. Ces assises qui constituent un cadre par excellence pour évaluer l'état de notre coopération et envisager de nouvelles voies de partenariat dans le secteur d'intérêt commun. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Pena Pala, a ouvert le travaux.
C'est sous une note de renforcement de la coopération sur la défense et la sécurité entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine que se sont clôturés les travaux préparatoires de la 12e session de la grande commission mixte entre les deux pays. Le renforcement de la coopération sur la cybercriminalité figure parmi les recommandations de ces travaux clôturés le lundi 3 juillet 2023 par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et sa collègue sud-africaine. Nicole Sesep-Loka, reportage. Pendant 3 jours, les experts congolais et sud-africains ont évalué la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine. C'est au Collège de hautes études de stratégie et de défense que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo et son homologue sud-africaine Tadi Ruth Modise ont reçu les rapports des résolutions et recommandations des 3 sous-commissions qui ont été constituées lors de ces assises. Ces recommandations et résolutions formulées s'inscrivent dans le cadre de la montée en puissance des FARDC. Parmi celles-ci, il est prévu qu'une délégation des experts congolais puisse visiter dans les jours à venir l'industrie militaire sud-africaine, mais aussi faire un état des lieux pour renforcer les capacités de la force navale de la RDC. Les experts ont également souhaité la réhabilitation de l'école de transmission et le renforcement de la coopération entre la police sud-africaine et celle de la République démocratique du Congo. Ces recommandations des experts militaires ont été présentées aux 2 ministres de la Défense par le général Adjanga Massambi Christophe, secrétaire général intérimaire et directeur des études stratégiques, planification et organisation au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants de la République démocratique du Congo. Où en sommes-nous avec les préparatifs des 9e Jeux de la francophonie? Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a organisé une séance de travail avec toutes les structures impliquées dans cette organisation. Pati Tondongo. Avec toute l'équipe organisationnelle des 9e Jeux de la francophonie qui démarrent dans 25 jours à Kinshasa, le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a évalué les différents aspects liés, entre autres la sécurité, à l'évolution des travaux, des infrastructures sélectionnées et à la question de la préparation des athlètes congolais. Plus de doutes possibles, la République démocratique du Congo est prête à accueillir ces Jeux. Quant au désistement du Québec et de la Wallonie qui a annoncé sa participation rien que pour les activités culturelles, les discussions se poursuivent, a expliqué le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. À l'exemple du président de la République lui-même, le Premier ministre, vous avez vu qu'il y a quelques jours, il a circulé faire le point de l'évolution des travaux d'infrastructure, parce que dans les Jeux, il y a la partie infrastructure, mais il y a la partie de la préparation, de la participation des athlètes. Il y a aussi évidemment des aspects diplomatiques, parce qu'il était question pour nous au cours de cette réunion de faire le tour de tous ces sujets. Évidemment, nous avons suivi les désistements plutôt du Québec, pas du Canada. Je crois qu'un sujet sur lequel on va continuer les discussions, parce que des précautions ont été prises notamment pour la piste d'athlétisme. On a pris des précautions en fonction des exigences de certaines fédérations. On ne peut pas comprendre que cela ne se fasse pas, et donc de ce point de vue, il y aura des conséquences le moment venu. Mais pour aujourd'hui, nous avons été plutôt informés des dispositions, notamment sécuritaires, qui sont prises, parce qu'il y a des rumeurs ou ceux qui alimentent la manipulation, qui tendent à faire croire que Kinshasa n'est pas une ville sécurisée pour abriter les Jeux. Totalement faux. Il y a des plans de sécurité qui ont été faits. Il y a des dispositions qui ont été prises, notamment avec des ambulances spécifiques pour la prise en charge sanitaire des différents athlètes. Et donc aujourd'hui, on s'attelle plutôt à finaliser les derniers travaux sur tous les sites où il reste encore de travaux à faire. Et je crois que dans le jour qui vient, nous aurons une communication plus étendue sur le sujet pour permettre maintenant aux Quinois de se préparer à recevoir le monde francophone qui va arriver ici. Nous allons aussi nous assurer que nous accompagnons nos sportifs et nos culturels qui doivent participer et représenter la RDC à ces Jeux.
Les dispositions sécuritaires et sanitaires sont prises par les gouvernements pour la protection des athlètes et les bons déroulements des 9e Jeux de la francophonie, a renchéri les porte-parole du gouvernement. En dehors de nos frontières, les travaux de la 48e Assemblée parlementaire de la francophonie se sont ouverts hier mardi 4 juillet à l'hôtel Sheraton, Tbilissi, capitale de la Géorgie. Le Parlement congolais représenté par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumessou. Une réunion qui évalue la marche de l'APF et traite les questions sécuritaires dans l'espace francophone. C'est un reportage de Robert Ndaichi Sensei. Tbilissi, capitale de la Géorgie, un petit pays francophone mais riche en culture et en tradition, accueille depuis ce mardi 4 juillet 2023 les travaux de la 48e Assemblée parlementaire de la francophonie à l'hôtel Sheraton de Tbilissi. Le Parlement de la République démocratique du Congo est bel et bien présent à ces assises de l'Assemblée parlementaire francophone par les biais du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumessou Mangou, à la tête d'une forte délégation des députés de la République démocratique du Congo. Les assises de la Géorgie permettent de discuter de thèmes très enrichissants et de nombreuses questions politiques et sécuritaires qui déstabilisent le pays francophone, a dit le président du Parlement géorgien, pays hôte. Le bureau de l'APF a décidé de suivre de près la situation de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Une avancée saluée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumessou. Nous sommes venus une fois de demander à la communauté francophone de rester engagée du côté de la République démocratique du Congo pour que le Rwanda mette fin à son agression, pour que les troupes, ces marionnettes terroristes du M23 puissent quitter notre sol et que le peuple congolais soit en paix avec lui-même pour contribuer non seulement à son propre développement, mais aussi au futur de la francophonie. Pour cette première journée, les membres du bureau ont adopté l'ordre du jour en abordant des sujets sur la coopération interparlementaire. La question de la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a été évoquée. La RDC, avec la diplomatie de choc initiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la crise sécuritaire sera sur tous les fronts diplomatiques, a dit le professeur André Mbata Betoukoumessou. Le message est de plus en plus est entendu de tout le monde. Et d'ailleurs, le Rwanda, alors que dans le passé, c'est la RDC qui faisait la chaise vide, le Rwanda a commencé à s'absenter des forums internationaux. Depuis Tbilissi, capitale de la Géorgie, Robert Ndaye pour la RTNC. Arrestation par les FARDC en Ituri du leader des miliciens Mai Mai. Il s'agit de Milembo Jean-Robert qui s'émet la terreur et la désolation au sein de la population. Le gouverneur militaire de cette province appelle la population à vaquer librement à ses occupations. L'ordre exécuté, les forces armées en Ituri sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Shoma Johnny ont anéanti le chef Mai Mai, Lilembo Jean-Robert, alias Endocide, après les opérations d'environ 2 semaines dans le territoire de Mombasa. C'est hors la loi, présumé auteur de plusieurs attaques dans les sites miniers et sur les habitants du groupement Bafabango aux environs des PK51, route Isiru, en territoire de Mombasa, a dit le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri. Les forces armées de la République démocratique du Congo viennent encore de neutraliser un chef de bandits armés qui ont pris la cible, les sites miniers en territoire de Mombasa et sur la population locale. Et donc, le DGE, les forces armées ont mis la main sur lui dans un état où il était déjà blessé dans des opérations que nous avons menées. Nous réitérons encore ces messages. Tous les bandits armés, tous les détenteurs illégaux d'armes, ils seront poursuivis, traqués et neutralisés, soit par les opérations militaires, soit par la justice. Et pour qu'ils puissent avoir la vie sauve, quant aux groupes armés étrangers, l'unique moyen de sortir sur le sol congolais vivant, c'est déposer les armes.
Âgé de 27 ans, originaire d'Issangui, dans la province de la Chopo, ce chef Maïmaï, capturé et blessé sur le champ de bataille, est admis dans une formation médicale de Nyanya pour des soins appropriés, ceci au respect des droits internationaux humanitaires. Rappelons que, sous l'état de siège, les forces armées ont stabilisé Irumu, une partie de Djougou et Maagui, en tête le lieutenant général Luboyanka Shomadjoni. À l'instant, cap vers l'imposition de la paix et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province pour booster le développement dans cette partie du pays, tel est le vouloir du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et à Kinshasa, la population en alerte face aux multiples enlèvements qui se déroulent est à mesure de se protéger sous le contrôle de la police nationale congolaise. C'est le reportage de Béatrice Chako. C'est un phénomène qui prend des proportions inquiétantes à Kinshasa. Un réseau de kidnappeurs sème tristesse, désolation et peur au sein de la population quinoise. Ces criminels s'adonnent en dehors du kidnapping au commerce illicite des organes humains. Le bourgmestre de Lingwala déplore cet acte d'une cruauté innommable et donne quelques pistes de solutions. Je demande seulement à la population d'être vigilante. Il faut la vigilance. Nous sommes en train de prendre aussi des dispositions. Tous les bourgmestres sont en alerte par rapport à ces phénomènes. Et puis il y a l'œil de Dieu aussi. Ce qui n'a pas, on finira toujours par mettre les autres, on est en train de les ramasser par-ci par-là. Les Quinoises et Quinois, on appelle à des mesures sécuritaires renforcées. On commence la journée mais on ne va pas la finir, mais on peut la finir, mais où, quand et comment. Nous tous, qu'on continue à suivre les instructions de l'État, c'est les instructions que la police nous donne, du genre observez qui est à côté de vous, les intentions des gens qui vous accompagnent dans les taxis et voir même si c'est possible d'être toujours en contact avec GPRS de temps en temps. Comme ça, avec cette communication, on sait facilement où les dégâts ont été faits. Le patron de la police de Kinshasa, le général Silvano Kasongo Kitenge, rassure la population sur les mesures prises face à la montée de ces crimes organisés. Nous faisons de notre mieux pour mettre la main sur tous ces criminels. Le procureur général de la République ainsi que le procureur général près la Cour de cassation sont saisis afin d'entamer une audience foraine pour condamner les 28 criminels arrêtés, car la plupart d'entre eux sont des récidivistes. Des kidnappeurs composés d'hommes et de femmes a été appréhendés par la police et déférés devant les instances judiciaires. Un appel à la vigilance a été lancé pour dénoncer d'autres inciviques qui circulent encore à bord des véhicules suspects. Tout à fait autre chose à présent, nous allons parler des activités du coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba dans ce reportage. Pour une paix durable dans la région des Grands Lacs et particulièrement la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, les efforts se multiplient pour la restauration de la paix. Quelques mois après sa nomination à la coordination du mécanisme national de suivi, Alphonse Toumbaloaba a reçu une délégation de l'Union européenne, notamment du directeur général adjoint du service européen pour l'action extérieure. L'occasion de faire connaissance avec la nouvelle équipe qui est en charge du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba et donc de pouvoir échanger sur nos aspirations aussi par rapport à ce mécanisme qui garde toute sa pertinence et comme élément tout à fait essentiel pour apporter une réponse de paix durable. L'accord cadre d'Addis Abeba, signé il y a 11 ans, s'inscrit dans le cadre du retour de la paix durable dans l'est de la RDC. Il y a d'abord une responsabilité pour les États de la région. Nous sommes là en soutien des solutions de paix durable. Je sais que ce n'est pas satisfaisant à entendre, mais comme le dit l'expression, Rome ne s'est pas construite en un jour, donc il faut continuer avec résolution, comme le font les animateurs du mécanisme, à œuvrer aux solutions pour l'Est de la RDC, qui en effet, comme vous dites, implique
non seulement l'Est de la RDC, mais évidemment les pays voisins. Cette rencontre a été immortalisée par une photo des familles, des responsables du mécanisme national des suivis et de l'équipe de l'Union européenne. Le groupe intergouvernemental d'experts de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et les développements a organisé un atelier sur le droit à la protection des consommateurs, atelier qui s'est tenu du 3 au 4 juillet à Genève, capitale helvétique. On en parle dans ce reportage. C'est une réunion qui a permis aux États membres et les parties prenantes concernées de discuter des politiques de protection du consommateur au niveau national et international. Vital Kamerhe, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a à cette occasion donné l'état des lieux de l'action du gouvernement congolais en ce qui concerne la protection des consommateurs. La protection des consommateurs demeure pour le gouvernement de mon pays une préoccupation majeure pour la satisfaction des besoins de la population. La volonté de la République démocratique du Congo s'est notamment manifestée par un protocole d'accord entre les ministères de l'économie nationale que je dirige avec la Convention cadre des Nations Unies pour le commerce et le développement que nous avons signé au mois de février de cette année. Ce protocole d'accord porte sur un appui technique à la CONAC en vue de la rédaction à court terme de la loi sur la protection des consommateurs, de lancer les réflexions pour la rédaction de la politique y afférente. Nous attendons donc avec impatience le début de ces acquis techniques. Les retombées de la participation de la République démocratique du Congo à cette session sont nombreuses. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe, les a dévoilées au sortir de l'entretien que lui a accordé la secrétaire générale de la Commission des Nations Unies pour la concurrence et le développement, Rebecca Greenspan. Notez que les travaux de ces assises se poursuivent. Une délégation de la CNUCED est attendue à Kinshasa à la fin du mois d'août 2023. Et puis, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a assisté par visioconférence au lancement de la connectivité terrestre de la fibre optique entre Luanda et Cape Town, en passant par Kinshasa et Kananga. C'était le mardi 4 juillet à partir du siège de Liquid Intelligent Technology ici à Kinshasa. C'est un reportage de Gaëtan Magalan. Lors de cet événement qui a connu la participation de présidents de la RDC, de l'Angola et de la Zambie, le ministre Patrick Mouyaya, en remplacement de son collègue de Pétantique, a signifié que l'Afrique a besoin de ce type de projets intégrateurs pour booster son développement et permettre aux Africains présents sur le continent de se connecter avec le reste du monde. Aujourd'hui, ce que vous avez vécu là, c'est la première liaison par fibre optique entre Kinshasa et Luanda, qui a été relié aussi avec Lusaka et qui vient finalement couronner un projet de connexion de l'Afrique australe qui a commencé par un opérateur qui s'appelle justement Liquid Telecom, la fibre optique qui permettra d'améliorer notamment la qualité des services Internet et d'accroître la connectivité entre les pays de la sous-région. Et donc pour nous, c'est un jour historique. Très satisfait par ces lancements, l'exécutif Sherman Diersi de ses fournisseurs d'accès à Internet remercie le chef d'État de la RDC de l'Angola par rapport à leur projet lié à la connectivité de l'Afrique centrale, de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est. On n'a plus besoin aujourd'hui, quand on appelle Luanda, de passer par Lisbonne ou Paris pour revenir à Luanda. Et avec aussi comme conséquence la réduction du coût de la communication, puisque ça va rester et ça reste régional. Donc Liquid va s'efforcer de plus en plus de développer les télécommunications de base dont l'Afrique a besoin. Ces projets réalisés par Liquid Data Port et Angola Telecom améliorent la connectivité entre l'Angola et la région du Comesa grâce à une nouvelle route en fibre optique vers Johannesburg et Cape Town. Ce journal coordonné par Jacques Kabouaba Moukoumina Sedouga est complètement terminé. Nous disons merci à toute l'équipe qui a travaillé ce matin à la réalisation. Mustapha Obio, Papi Nguinamaou, l'équipe technique était assurée par Joseph
José Dimonekene. Nous dédions ce journal à notre confrère de la RTNC, Chikapa, Franklin et Claire Kalombo. L'information continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales. Retrouvez à 13h30 Gaëtan Magalano. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir.